Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cet atelier pré-printanier, hein, où il va être question des béliers aujourd'hui, et en particulier un ou une bélier qui s'appelle Brigitte Macron. Bonsoir Catherine. Bonsoir à tous. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran, le titre? Vous le voyez? Oui, oui, on le voit bien. Bon, Oui, très bien. oui. Donc, Oui, nous oui. avons choisi un personnage bélier puisqu'on va entrer dans le bélier la semaine prochaine. Alors, bien entendu, c'est une personne très connue. Donc, je ne vais probablement rien vous apprendre sur sa biographie, mais on va comparer avec tout ce que l'on sait d'elle et par rapport à son thème astral, voir ce qui correspond, ce qu'elle a fait de son thème astral avec ce qu'on sait de sa vie. Voilà ce qu'on va faire ce soir. Donc, elle s'appelait, vous le savez, elle est née Brigitte Trogneux. Alors, voici son thème et ses premières photos. Elle est née, c'est d'abord ce qu'on sait. Donc, je vais aller tout simplement chronologiquement avec sa vie et en nous ramenant toujours à son thème astral. Alors, on sait qu'elle est la petite dernière d'une famille nombreuse. Ils étaient déjà 5, on les voit, les frères et sœurs, lorsqu'elle est arrivée. Elle a 8 ans de moins que le dernier. Alors, d'après Tadman, on dit que le moment de la conception, c'est la cuspide de la maison neuve. Donc, visiblement, au moment de sa conception, ses parents s'entendaient et ce fut un moment heureux. Le Soleil, Vénus, Lune, au moment de la conception. Et puis, l'annonce de la grossesse, c'est-à-dire la planète conjointe au milieu du ciel, c'était aussi... Jupiter est une planète parfaitement bénéfique et d'intégration sociale. Donc, ce fut une bonne nouvelle. Ensuite, probablement que sa mère nous dirait, au fur et à mesure de la grossesse, tout ça, c'est la grossesse, d'après Tadman, un Américain. Elle a eu des petits ennuis, des inquiétudes lors de la grossesse jusqu'à l'accouchement. C'est ça que nous disent Uranus et Pluton. Alors, c'est une famille, comme vous le savez, aisée de Picardie, des confiseurs pâtissiers qui vendent des petits macarons. Voici la pâtisserie familiale, ça date de 2 ou 3 générations. Alors, cette famille, la lignée de Brigitte, donc de Brigitte Trogneux, c'est la maison 4. La maison 4, la cuspide, c'est Pluton. Et le maître de cette maison 4, Pluton, il est en Lion, d'accord, on porte beau, on a de l'argent, mais il est rétrograde et c'est quand même en maison 12. Donc, il doit y avoir pas mal de secrets dans cette famille, beaucoup de non-dits. Et puis la Lune, la famille, elle est ici à 19 béliers, elle est encore en maison 8, la maison aussi des choses qu'on ne lui dit pas, des tabous. Et puis, finalement, on va dire finalement, l'autre maître de 4, c'est-à-dire de Scorpion, c'est Mars et le Soleil qui se retrouvent en maison 9. Le Soleil envoie en maison 9, Mars en maison 9, deuxième maître de la 4, donc finalement une exposition publique. Mais ça a démarré quand même par de lourds non-dits, on va dire. Elle va avoir, dès l'âge de 8 ans, alors à 8 ans, elle va avoir un très grand choc dans son enfance. 8 ans, on s'aperçoit que Mars, en direction symbolique, on compte 1 degré par an, arrive sur le milieu du ciel. Alors, elle est née le 13 avril 1953 à 15 h. Mais si elle est née à 14h57, on fait une petite rectification, à ce moment-là, le milieu du ciel est à 25, ça le fait bouger un petit peu, et du coup, on a précisément Mars qui arrive sur son milieu du ciel, en direction symbolique. Et il lui est arrivé vraiment une grande claque du destin, quelque chose de très douloureux. Sa sœur, celle-ci, Marivonne, meurt dans un accident de la route avec son mari, elle était enceinte, sa sœur, et elle laisse derrière elle une petite fille qui n'était pas dans la voiture. Donc ça, c'est vraiment un coup du sort extrêmement douloureux dont elle aura beaucoup de mal à se remettre. Et on compte, c'est là qu'on voit la violence de cet accident dans la vie de Brigitte Macron, de Brigitte Trogneux. Si elle est née à 14h57, au lieu de 15h, enfin ça fait que 3 minutes, donc ça déplace le milieu du ciel à 25, mais elle reste ascendant vierge quand même.
Alors, on va regarder, puisque c'est sa sœur, c'est une de ses sœurs, puisqu'elles sont 4 filles, la voici, hein, c'est Marivonne. La maison 3 a l'air un peu chargée, on y reviendra tout à l'heure, mais elle commence avec la conjonction Neptune-Saturne. Neptune, ils sont nombreux, ils sont un peu insaisissables et ils apportent du chagrin ou de la responsabilité. Vénus, maître de cette maison 3 ici, elle est en maison, alors elle est limite, maison 8, maison 9, et en réception mutuelle, justement, avec ce Mars. Et surtout, donc ça amoindrit le choc, hein, mais surtout, elle est carré Chiron et carré apex à l'opposition importante, Neptune-Saturne, Soleil-Vénus-Lune. Donc elle est carrée à Chiron. Donc la fratrie va apporter son lot de malheurs et de difficultés. Donc ensuite, c'est pas fini, hélas, pour les drames familiaux. Elle va perdre une nièce de péritonite, qui a à peu près 6 ans, la nièce, un peu après l'accident de sa sœur. Alors, le soleil, maître de 12 des grandes épreuves, est aussi dans une maison d'épreuves en maison 8, et Vénus, la petite fille, est encore en maison 8. Alors, l'enfant, par maison dérivée, l'enfant de la fratrie c'est 3, un frère et une sœur, c'est numéro 3, l'enfant de la frère ou de la sœur, ça va être la maison 7, parce qu'on va compter 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ce sont les neveux et nièces, enfants de frères et sœurs, hein, par maison dérivée. Et là, justement, c'est Neptune. Vous voyez, là, ça ferme la boucle, si on veut. Ce Neptune, la fuite, le départ, le flou, conjoint à Saturne pour la mort de sa nièce. Alors, elle-même, Brigitte, malgré cette douleur qu'elle a en elle et qui ne passera jamais, c'est une adolescente, la voici à différents âges, très remuante, très chahuteuse, elle se fait remarquer. Elle a quand même le Soleil, Vénus et Lune en bélier. La Lune à 19 béliers sur le point d'exaltation du Soleil. Alors, est-ce qu'elle vit comme si elle était libre, comme si elle était un garçon manqué, si on veut, ou au contraire, cette lune sur le point d'exaltation du soleil, elle s'effacera devant son mari? À vrai dire, c'est peut-être les deux en même temps. Elle va chercher à se faire remarquer comme une adolescente, lune 19 carré Uranus, elle est bien entendu, vous voyez, c'est une petite fille toute mignonne avec sa robe à smock, mais dans son école privée, elle va faire quand même les 400 coups. Des blagues, des bêtises, enfin, pas grave, hein, des choses amusantes, on va dire, elle ne s'ennuie pas. Et Mercure, l'éternel enfant, l'enfant intérieur, l'enfant qu'on est soi-même, est quinconce. Il fait un quinconce à Saturne et par le fait aussi à Neptune. C'est comme si cet enfant, on ne le laissait pas rêver, d'autant plus que Mercure est en Poisson. Elle a besoin de s'échapper, elle a besoin de rêver, et ce quinconce, on a envie de dire, vous ne me laissez pas rêver, vous ne me laissez pas vivre mon rêve. Et Saturne vient mettre des limites. En effet, eh bien, tu fais tes bêtises, tu as des idées comme ça de jeune fille, hein, bien normales, d'adolescente, et les rapports sociaux, et la politesse. Elle dit, je suis une heureuse contrariée. Évidemment, sa façon de s'exprimer, on a un sextile Jupiter, Mercure-Jupiter, donc elle est très gaie, très spontanée. Eh bien, les deux font un sextile de spontanéité, de gaieté, de bout en train, si on veut, mais tous les deux vont faire un quinconce pour faire un iode. Et donc, tu es poli, mais attention à ce que tu dis, de ne pas partir en divagation, de ne pas partir en vrille. Attention de ne pas être trop spontané et essaye de rester au moins dans les limites de la politesse. C'est ce que nous dit ce quinconce. Hein. Attention à ce que tu vas dire. Et elle dit, c'est un problème parce que j'ai la parole assez vive. Et puis, c'est un bélier, donc elle va faire avant de réfléchir. On pourrait dire ça, hein. Enfin, à part que Mercure est en Poisson. Alors, ce qui va la réconforter, bien qu'elle soit une jeune fille très populaire et très amusante et rigolote et populaire, etc., mais ce qui vous réconforte, on le trouve, c'est le maître de la maison 4.
quand on est, ce qui vous fait du bien, on le trouve dans la maison 4. Et sa maison 4, c'est le Scorpion et c'est Pluton qui se retrouve en 12. Et donc, elle a besoin de se retrouver une chambre à soi, comme disait Virginia Woolf. Il lui faut de la solitude et du retrait, hein, puisque Pluton est en 12. Et c'est dans la solitude qu'elle va retrouver confiance en elle-même, sa ressource ultime, si on veut. C'est Pluton en 12. Et dans l'étoile évolutive, vous verrez qu'on a un diable au poste 17, c'est-à-dire ce qui nous fait du bien lorsqu'on a besoin d'une aide. Eh bien, le diable, c'est vraiment Pluton. On le retrouve. Hein. Alors, donc, bien qu'elle soit en façade une jeune fille très gaie, elle a besoin de se ressourcer dans la solitude et d'avoir des pensées profondes, etc. Elle est beaucoup plus profonde et angoissée qu'elle ne le laisse paraître à l'adolescence. Elle va suivre les règles de son milieu et se marier à 21 ans, faire un mariage assez conventionnel, comme ça se faisait à son époque. Neptune, maître de sa maison 7 du premier mariage, est ici, conjoint à Saturne. On reste convenu, on reste contenu, d'autant plus que cette conjonction est opposée au Soleil et à Vénus. Donc, est-ce qu'il y a, elle est où mon idéal n'est peut-être pas atteint, et ça comporte pas mal de frustration aussi. On peut dire que cette conjonction éteint le rêve, ça sécurise, c'est conforme, c'est bien comme il faut. Son Soleil, ici, à 23 Bélier, est au mi-point de Jupiter-Mercure. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une communication franche, joviale, qui va lui permettre d'exister. Avec son Bélier, son Soleil en Bélier, il faut qu'elle s'exprime sans retenue. Et c'est justement ce Mercure-Jupiter. Ça nous forme un iode avec Neptune-Saturne. Il faudra, ce que ça nous dit, il faudra contrôler sa franchise, c'est-à-dire Neptune, pour que son expression reste vraie, ne pas se trahir soi-même avec Neptune, mais avec les codes Saturne de la politesse et de la bienséance. On ne va pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Un discours quand même vrai, mais quand même retenu. Alors, ce bélier, c'est l'élan de la fougue, le courage et l'ardeur. Mais Saturne formate, hein, puisque le Soleil est au mi-point de ce sextile et à l'opposition. Bon, Saturne formate et Neptune désillusionne. Elle a toujours, heureusement, cette ressource intérieure, puisque c'est le maître de 4, Pluton, qui fait un très beau trigone au Soleil. C'est sa ressource ultime. Hein, c'est ce qu'elle a en elle qui lui permet de se régénérer, c'est-à-dire de se mettre à l'écart et de se mettre à l'abri. Alors, Mercure est très important puisque cet éternel enfant, hein, c'est l'enfant intérieur, est maître de son ascendant Vierge. Prudence, précision, expertise, qui vont tempérer cette fougue, Bélier. Bon, évidemment, le maître d'ascendant est en Poisson. Ce n'est pas aussi vrai que ce que je viens de dire, parce qu'il va lutter contre un excès de minutie, contre le tatillon et le maniaque. Il voit plus grand. Il est en exil, en Poisson, mais enfin, malgré tout. Mais alors, le Mars Taureau, c'est la même chose que cet ascendant Vierge, si on veut. C'est que ça va tempérer l'élan Bélier qui est un peu ravageur, qui va tout casser, là. Hein. Le courage, l'ardeur, on y va, etc. Ça va lui donner, ce Mars en Taureau, de la patience. Et avec l'ascendant Vierge, le goût des choses bien faites. Sans perdre de vue une petite pointe de poésie, une pointe de rêve. Hein. Alors, est-ce que son jugement, Mercure, est toujours bien sûr? Alors, lorsqu'il est quinconce à Saturne, alors Bernard Duchâtel dit que ce sont les aspects Mercure-Saturne qui ne donnent pas toujours quand c'est un mauvais aspect. Quinconce, c'est une difficulté, il faut s'ajuster. Est-ce qu'elle voit juste? Parce que voir juste, ça veut dire prendre de bonnes décisions. Donc, comme il est quinconce à Neptune, on peut penser que c'est parfois une vue un peu embrouillée, pas toujours très claire, et quinconce Saturne, mauvaise décision. Il y a qu'elle qui pourrait nous le dire. En tout cas, ça l'a fait douter.
c'est certain, de ses propres décisions. Alors, on sait qu'elle va passer une maîtrise de français et que quelqu'un va lui dire on cherche un enseignant. Lorsqu'elle est partie en Alsace avec son mari, elle a déjà 3 enfants, ont grandi. On cherche une enseignante dans l'école protestante en Alsace où elle habite, tu pourrais poser ta candidature. Eh bien, c'est tout à fait, ça répond à un appel de son thème, puisque Chiron, celui qui va vous sauver, qui va vous panser toutes vos blessures, est justement en maison 5. Alors, il est carré apex à cette opposition, donc c'est une échappatoire, si on veut, enfin ce serait même en face, mais ce Chiron en Capricorne va faire d'elle son intérêt pour les enfants et pour les élèves. Et elle dit, ce qui m'intéresse, c'est de voir éclore chaque personnalité, chaque adolescent en souffrance. Je m'occupe d'eux, je les soigne, elle leur apporte de la spiritualité. Enfin, on dit que ce n'était pas une enseignante ordinaire. Elle s'occupait vraiment personnellement du bien-être de ses élèves. C'est vraiment ce Chiron en Capricorne et qui donne un sens justement à son existence parce que, et qui fait que c'est moins lourd. Les restrictions, les politesses et le désir d'au-delà, on va dire contrarié, d'ailleurs contrarié, trouvent à s'exercer en maison 5. Alors, comme vous le savez très bien, c'est dans cet exercice d'enseignement, lorsqu'elle a déjà à peu près 40 ans, qu'elle va rencontrer l'année 1993, l'année scolaire 93-94, qu'elle va rencontrer Emmanuel Macron. Alors, c'est assez amusant parce que c'est en donnant des cours de théâtre. Elle a la maison de l'amoureux, c'est en Capricorne, et son maître, c'est Saturne. L'amoureux conjoint à Neptune, opposé au Soleil. Mais c'est parfaitement le masque du comédien. Ça ne s'invente pas. Hein, cette opposition Neptune au Soleil est conjoint au maître de l'amoureux en Capricorne. Alors, c'est un amour difficile, évidemment, on comprend bien. L'adolescent a 16 ans, elle en a 40. Neptune, Saturne, quinconce à Jupiter, le scandale public, la frustration, enfin, tout y passe. Et c'est Chiron ici qui essaye de rattraper les choses, de rassurer et de guérir. Mais on voit très bien que les choses, ici, placées comme ça, c'est le scandale public, hein, sur la place du village, hein, avec qu'est-ce qu'on va en dire. Voilà, mais dis donc, c'est pas du tout dans la norme avec le quinconce de Saturne. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette échappée là? Qu'est-ce que tu essayes de faire? C'est complètement dingue, c'est complètement fou. C'est Neptune. Eh bien, c'est carrément écrit dans son thème. Alors, ce Mars-Taureau, il lui permet d'être patiente, d'être endurante. C'est-à-dire le premier coup de foudre passé, le premier élan passé avec tout ce bélier, Lune, Vénus, Soleil, eh bien, elle tient le coup avec Mars. Et c'est une bénédiction d'avoir ce Mars en Taureau. Et donc, elle a la patience d'attendre qu'il fasse ses études, enfin, vous savez bien, tout ce temps, et elle ne l'épouse qu'en 2007. Ce qui lui a donné aussi la patience, c'est que ce Jupiter au milieu du ciel, bon, c'était le scandale public, mais c'est aussi ce qui ne la fait pas douter devant tout le monde. Hein, sa valeur, la confiance qu'elle a en elle-même, elle est au grand jour. D'autre part, pour l'aider, elle avait l'axe des nœuds lunaires Lion Verseau. Donc, elle fut, si on veut, hein, le nœud sud en Lion, ça donne énormément de confiance en soi. On est inoxydable avec un nœud sud en Lion. On connaît sa valeur, on sait ce qu'on a été, cause toujours, je sais ce que j'ai à faire. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Je dois servir en maison 6 et de façon iconoclaste à mon idée avec le Verseau en toute liberté. Donc, ça l'a vraiment beaucoup aidé parce que c'était sa voie de prendre une voie de service, l'enseignant au service de ses élèves, ensuite elle est première dame au service du pays ou au service du président, mais à sa façon à elle, en Verseau. D'autant plus qu'Uranus, ici, est au carré de sa lune. Donc, elle ne va pas faire comme tout le monde. Elle va faire ce qu'elle veut. Elle va briser les codes, hein, et aller
à son idée, puisque de toute façon, elle a ce quinconce à Saturne. Alors, qu'est-ce qui se passe en 93-94, déjà quand elle est jeune, quand elle rencontre Isabelle Macron? Est-ce qu'on voit que ça bouscule tout d'un coup sa vie? C'est ce qu'elle raconte, que ça a été un raz-de-marée. Alors, est-ce que c'est la vérité? Donc, je vais vous la remettre comme ça, mais enfin, ça ne change rien. Donc, elle avait Uranus, à ce moment-là, conjoint à Chiron. Donc, Uranus faisait un carré, était apex à ce moment-là, quand elle le rencontre. Carré Soleil, c'est énorme, carré Soleil, carré Vénus, carré Lune, quand même, hein. Coup de foudre, évidemment, tout est ébranlé, et carré à cette fameuse conjonction qui tire là, comme ça. Donc on avait Uranus ici, sur Chiron, carré à tout ça, et Neptune aussi avait rejoint Uranus, aussi sur Chiron. Donc Neptune demandait une échappée, une ouverture, à ce moment-là. Pluton était conjoint au fond du ciel, donc son foyer allait être ébranlé, mais il était trigone à Mercure, maître d'ascendant. Elle sentait que c'était le moment de se transformer et de faire bouger les choses. Et Saturne, enfin, transitait la pointe de la maison 7. Il annonçait déjà, dans cette année-là, la fin du mariage, des difficultés avec le conjoint. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis aussi, du coup, parce que Jupiter va quand même... on avait aussi Jupiter, qui était en Scorpion, et qui faisait un trigone à Uranus. Il encourageait Jupiter, maître de la 4 interceptée, trigone à Uranus. Alors, on bouge, qu'est-ce qu'on fait, hein? On ne va pas rester statique. Et ensuite, Jupiter est allé faire un trigone à Mercure, maître d'ascendant. Donc, ce que tu vas faire, ce sera bien. Tu es presque légitime avec Jupiter, trigone au maître d'ascendant. Alors, elle épousera le président, comme vous le savez, en 2007, le 20 octobre 2007. Donc, vous voyez toute cette patience entre 94 et 2007, d'attendre, de douter. Et forcément, elle n'est pas idiote, hein, elle était parfaitement lucide, malgré ses choix, ses doutes, bien entendu, mais c'est quand même une adulte. Elle a maîtrisé tout ce coup de foudre, et certainement l'idée qu'il fallait que ça aille plus vite, mais que ce n'était pas possible, avec son Mars en Taureau. Elle a su attendre, et finalement, voilà la photo, je crois, du mariage. Et à ce moment-là, Jupiter transite en trigone, il faisait un trigone à sa lune natale. C'était parfaitement de bon augure. Saturne est sur l'ascendant, donc elle pense que c'est enfin quelque chose de responsable à faire. Et Uranus, en poisson, 15 poissons, fait un sextile à Mars. Ah ben non, on va tous les surprendre avec ça. Neptune, aussi en Verseau, sextile Lune. Elle retrouvait son idéal. Et en même temps au carré de Mars. Alors là, Neptune, carré Mars, c'était quand même un coup de folie, mais on y va quand même. C'est peut-être ce que ça veut dire, Neptune en Verseau, carré Mars. Le nœud nord, à ce moment-là, transite la pointe de sa maison 7. Tout était réuni pour que ce soit le bon moment pour faire ce mariage, pour avoir ce mariage. Et Pluton transitait la maison 4. Donc, quand elle le rencontre, il est juste sur la pointe, et ensuite il transite cette maison 4. Alors, Emmanuel Macron représente le deuxième mariage, comme vous le savez très bien. Le deuxième mariage, c'est la maison 9. Alors, on va regarder ce qui se passe en maison 9. Alors, la maison 9, sur la pointe de 9, ça quand même, c'est un bon augure, là encore. Nous avons quand même, juste sur la pointe de la maison 9, bon, la Lune, Vénus et le Soleil. C'est pas trop mal pour un deuxième mariage. Elle contient aussi Mars, donc le désir, l'envie de faire, etc. Bon, peut-être aussi un peu de bagarre. Il paraît qu'elle a son franc-parler. Mars est sextile à Uranus, donc prise de risque. Le maître de tout ça, c'est Mars. Prise de risque, on y va, on n'a peur de rien. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans ses interviews. Ben tant pis, allez, on y va, on prend le risque. Et ça, c'est quand même très bélier, puisqu'on soigne les béliers, hein, ce mois-ci.
c'est l'audace, le courage. Et il en fallait de l'audace et du courage pour faire tout ce qu'elle a fait. Quoi qu'on en pense, ça demande beaucoup de courage et d'audace. On casse les conventions pour de bon. Mars est carré Pluton. C'est extrêmement violent. C'est la violence de la passion. Le risque tout, le bulldozer. Elle risque tout comme un bélier, avec la détermination et la capacité à réussir avec Mars en taureau. Parce que le bélier tout seul, il démarre, il n'y a plus rien. Avec quelque chose en taureau, on est beaucoup plus fort puisqu'on va au bout. Alors, d'autre part, sa porte invisible, c'est-à-dire le mi-point entre Uranus et Saturne, c'est-à-dire la porte invisible, elle arrive pile sur son ascendant vierge. Donc évidemment, lorsqu'on est bélier, avec ces 3 planètes en bélier, le Mars en taureau, on n'a peur de rien, et cet ascendant vierge de prudence, de pudeur, etc., on a peut-être envie de les balayer, ou c'est pesant, on ne sait pas très bien quoi en faire. Mercure, maître de la 1, a fait fi des conventions, c'est le cas de le dire, avec ce quinconce à Saturne, et il va suivre Neptune. Neptune qui est le maître, du coup, de sa porte visible. Ce qui va lui réussir, ou ce sera un chemin facilité, c'est le poisson sur le descendant. Pile sur son descendant, Neptune. Oui, donc Neptune, curieusement, va rattraper Saturne, si on veut. Alors, donc elle est fougueuse, courageuse avec ce bélier, le nord en Verseau, iconoclaste, en 6, la maison 6, c'est la maison des Steve Forrest de la hiérarchie. Eh bien, les hiérarchies ne sont plus respectées, tant pis, avec son carré Mars, maître de bélier, carré Uranus, avec ce nœud nord en Verseau, en maison 6, on ne respecte plus les hiérarchies puisqu'elle épouse un homme plus jeune. Or, les hiérarchies, il en était question lorsqu'elle était enseignante au lycée. Eh bien, elle a balayé cette histoire hiérarchique. Alors, cette maison 9 contient aussi Junon, c'est très favorable au mariage, c'est vraiment sa place d'épouse. Elle contient aussi Pallas. Pallas me fait toujours penser à l'impératrice du tarot, c'est-à-dire que sa parole va être publique, ouverte, connue. Elle parle en public. Et sa nouvelle vie, surtout à partir de 2017, de l'élection du président, à l'Élysée, la met en lumière. C'est ce Jupiter sur le milieu du ciel. On avait dit qu'il y avait des secrets de famille avec cette pointe de 4 en 12, mais ici, signe intercepté Sagittaire, tout d'un coup, la voilà propulsée en pleine lumière. Ce Pluton en 12, parce que vous voyez, au fur et à mesure de sa vie, enfin de la vie de n'importe qui, le thème astral se perd de son mystère au fur et à mesure des événements. Alors, on dit ça, mais ce Pluton en 12, c'est vraiment le pouvoir caché, c'est l'éminence grise. Elle est à l'Élysée, probablement qu'elle a la capacité, avec Pluton en Lion, mais en 12, de tirer les ficelles, de tirer beaucoup de ficelles. C'est toujours compliqué d'avoir le lion en maison 12 parce que c'est le panache, le désir de rayonner, mais caché. Alors, comme on a Pluton encore par-dessus, c'est l'éminence grise. Alors, on peut regarder ce qui s'est passé pour elle, comment elle l'a vécu, l'élection au 7 mai 2017, quand Emmanuel Macron a été élu pour la première fois. Alors, Jupiter était en balance, ici, carré à Uranus. Donc, on exposait au grand jour la bizarrerie ou le génie ou l'unicité, tout le terme qu'on voudra, de leur couple, puisque c'était exposé au grand jour Jupiter qui venait chatouiller Uranus. Bon, son quotidien Uranus et son foyer sont exposés. Saturne, à ce moment-là, au moment de l'élection, Saturne va entrer en maison 5. C'est-à-dire que son moi, son identité, ce qu'elle veut faire, le JE ou bien le JEU, sont tout d'un coup très restreints. Il ne sera plus possible de dire n'importe quoi, n'importe comment. Elle le dit elle-même, j'ai la parole trop rapide,
je suis très franche, extrêmement spontanée, là c'est terminé. Hein. On va pas provoquer une troisième guerre mondiale parce que j'ai dit une bêtise. Et donc, ça lui coûte. Elle est obligée de se restreindre. C'est le rôle de ce Saturne en 5. Et puis, ça lui coûte d'autant plus qu'Uranus vient de passer son soleil. Elle a envie de se démarquer, mais il va falloir qu'elle ajuste la façon dont elle va se démarquer avec Uranus, d'être une personne extraordinaire au sens propre. Hein. Et Neptune va faire un sextile à Mars. Donc, je vais montrer mon unicité comme je suis particulière, mais il va falloir que je m'ajuste. Hein. Je ne vais pas faire n'importe quoi puisque j'ai Saturne en face qui me demande de rester dans les limites du possible et puis Neptune de ne pas suivre n'importe quelle vague qui passe. Et le sextile de Neptune à Mars, alors j'arrive à quelque chose là. On dirait que le rêve nous a portés. Pluton arrive sur Chiron, vous voyez, c'est une époque extrêmement importante, en transit. Et donc, Pluton va transformer comment tu vas pouvoir guérir. Elle était enseignante, elle avait ce rôle de faire éclore et de mûrir des jeunes adolescents, et maintenant tu auras un autre rôle thérapeutique. Hein, ça va changer. Et en même temps, du coup, Pluton est carré Soleil, c'est très important, carré, enfin tout ce stellium, sa vie change complètement en profondeur. Hein, elle va remettre au jour ses blessures et du coup rebattre toutes les cartes de sa vie. C'est un sacré ajustement. Et le nœud nord est sur son ascendant. Ne pas perdre de vue ce qu'elle est elle-même. C'est-à-dire, elle doit rester quand même fidèle à sa pudeur, la droiture, la sobriété, la prudence, la minutie. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle s'habille toujours sobre, c'est-à-dire elle n'a jamais de fleurs ou de rayures. Hein. Regardez, elle est toujours en uni, avec des lignes très droites, je trouve. Donc, c'est vraiment la Vierge, ça, hein, le signe de la Vierge. Des couleurs sobres, unies, à peu près passe-partout. Ça ne peut pas déplaire quand on est dans le sobre et dans l'uni, et bien souvent des couleurs pastel. Elle ne se montre pas du tout excentrique quand elle s'habille. Alors, à l'Élysée, elle est très pragmatique. Elle dit qu'elle n'a pas un programme préétabli, mais que selon le courrier qu'elle reçoit, elle va agir comme ce que les gens lui demandent par courrier. Et donc, c'est ce Mars en taureau, très pragmatique, très terre-à-terre. Elle ira à la rencontre des gens, répondre à leurs questions et utiliser au mieux les talents. Si on prend un taureau, analogiquement avec la maison 2, ce sont les talents. Et elle va essayer de faire éclore des talents. Son agenda va s'organiser comme ça, avec pragmatisme. Elle va tenir à l'Élysée, ça leur est très précieux et très important de garder leur intimité quand même. Donc, elle tient à avoir peut-être dîner avec lui tous les soirs. Elle ne le voit plus beaucoup, mais un minimum. Elle y tient beaucoup. C'est Pluton en 12, maître de 4 en 12. Et elle ne va pas révéler toute sa vie privée. Voilà ce qu'elle fait à l'Élysée. Alors, maintenant, je vous propose, comme vous voulez, de voir, parce que peut-être que ça vous démange un peu, mais je ne sais pas si vous le connaissez bien, de comparer, puisque quand même on a beaucoup parlé du grand absent, leur couple. Hein. Et donc, j'ai essayé de regarder comment se fait-il, c'est une chose tout à fait sensationnelle, cette union. Donc, on peut comparer leurs deux thèmes. Enfin, ça a été beaucoup fait, hein, mais je vous l'ai repris. Alors, là, lui, Emmanuel Macron, son maître d'ascendant, je ne vous fais pas tout son thème, mais son maître d'ascendant, il est pile sur l'ascendant, son Saturne à lui, et sur l'ascendant, arrive sur l'ascendant de Brigitte Macron. C'est-à-dire qu'il est responsable. Curieusement, il la responsabilise. Il a son milieu du ciel sur son fond du ciel. Il s'insère dans sa lignée. Il s'insère dans sa famille. Et en plus, sa conjonction large, Vénus, Soleil,
et Neptune arrivent dans la maison 4. Ça va en plus. Hein. Donc, il s'insère vraiment dans la lignée Tronieux. Voilà comment ça marche. Neptune-Vénus, ici, d'Emmanuel, sont au trigone de Vénus, Lune, Soleil de Brigitte Macron. Ça donne une très bonne entente, une entente fluide. Les soleils sont en trigone, par exemple, en feu, hein, tous les deux, et ils sont en trigone, les deux soleils. Ça donne une très bonne entente. Son ascendant, à lui, tombe sur le vertex, à peu près, hein, pas tout à fait, mais enfin, il tombe sur le vertex de Brigitte. Donc, ça, c'est des retrouvailles karmiques, et réciproquement, c'est-à-dire que son ascendant à elle arrive sur le vertex. C'est vraiment, vous voyez, c'est réciproque. Hein. Les deux vertex sur les deux ascendants. C'est des retrouvailles karmiques. L'axe de leurs nœuds sont en trigone. Ça donne encore une perspective commune et facilitante en Vierge et en Verseau. Là, donc, c'est tout. Attendez, j'ai encore autre chose, mais vous avez sûrement vous aussi trouvé plus. La Lune d'Emmanuel Macron est conjointe à son Mars. Ça, c'est très, très bon quand on fait des synastries. Et le Chiron d'Emmanuel, qui est, je sais pas où il est là, le voilà. Il est conjoint à son Junon. Le Junon ici, ça c'est sensationnel, ça veut dire que sa femme va guérir toutes ses blessures. C'est formidable. Hein. C'est une synastrie absolument remarquable. Alors, il y a une petite chose que je pouvais dire en plus, parce qu'en présentant, je n'étais pas au courant de ça du tout, moi, mais en préparant mon exposé, donc, il y a eu une histoire un peu sordide où on disait qu'elle était un homme et qu'elle était son frère. C'est-à-dire qu'une personne disait que ce garçon-là, qui s'appelle Jean-Michel, c'est lui, Jean-Michel, qui a 8 ans plus qu'elle, c'était elle. Enfin, je ne sais pas comment c'est possible, mais enfin, il prétendait ça. Eh bien, et qu'elle était un homme et qu'en fait, lui, c'était elle. Enfin, elle, c'était lui. Et alors, regardez ce qu'on a quand même en maison 3. C'est pas tellement étonnant qu'il y ait cette histoire idiote et enfin bizarre et floue avec Neptune-Saturne sur la pointe de 3. Suis-je mon frère, oui ou non? Hein? Même si ça sort de nulle part, c'est forcément une histoire déplaisante qui lui coûte. Hein? Que ce soit vrai ou pas vrai, la question, elle n'est pas là. C'est simplement que nous avons ce flou, cette frustration, cet embêtement, on va dire, dans le thème. La maison 3 est plombée à différents niveaux, puisque je vous en ai déjà parlé. Mais je me suis dit que cette histoire dont on parlait, quel était son frère, eh bien, la voilà. Même si ce n'est pas vrai, c'est vécu, de toute façon, puisqu'elle a eu, évidemment, vent de cette histoire désagréable. Hein? On le retrouve ici. Alors, si vous avez des questions, alors maintenant c'est à vous, parce qu'ensuite on va passer à l'étoile évolutive. Avez-vous des questions? Allez-y. Alors, voyons voir s'il y a des questions. La carte moi, excusez-moi, Jacques Medge. Oui, juste, il me semble, si je ne me suis pas trompé, que le Mars de Macron est dans les 10e degrés du Lion. Oui. Et finalement, entre ce Mars, oui, et la Vénus de Brigitte, il y a quand même 120 degrés. Il faudrait peut-être le signaler, ça, c'est très harmonique. Ah oui, mais bien sûr, oui. Enfin, mais vous l'avez pas dit. Ça fait 10 degrés, hein. C'est un peu beaucoup, non? Non, 10 degrés pour un trigone. Ça tire un peu. Mais question signe, ça marche bien. Oui. Je n'ai pas mesuré pile poil, hein, mais bon. Vous question signe, ça marche bien, oui. Alors, avec la Lune, ça fait plus que 8. Vous voyez, avec la Lune, ça fait plus que 8 degrés. Ça, on y arrive, oui. Ouais. Oui. Oui. Mais pour ce qui est des signes, vous avez bien raison. C'est tout à fait harmonique. Hein. Lion-Bélier, oui. Du feu. Par contre, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très harmonieux. Mars
en taureau, et lui, le taureau. Ici. Oui, alors Mars Oui, sur la il a lune. la lune. Il a la lune. Mars de monsieur sur la lune de madame, ça marche pas. Hein. Moi, je mais l'ai c'est vécu peut-être en du 2014, c'était pas charisme. terrible. Hein. C'est peut-être de l'attirance, non? Ah non, enfin, je suis désolé, mais pour moi, entre Mars et la Lune, il n'y a aucune affinité. Hein. Il faut une angularité, mais en conjonction, ça ne colle pas. Hein. Je pense que ça doit faire plaisir à Brigitte de faire l'exception, justement. Eh bien oui, je ne sais pas, mais non, mais c'était quand même à relever, non? Je n'ai pas dit de bêtises. Non, vous avez raison. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, mais… Ouais, non. C'est un Moi, contact. En De toute 2014, manière, c'était c'est un pas ça. contact. Hein. Ouais. Moi, il y a un autre point aussi que j'ai vu sur le thème de Brigitte Macron, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à l'esthétique, au beau, à la mode. C'est quelqu'un, on voit d'ailleurs dans les tenues qu'elle porte, qu'elle attache de l'importance à la façon dont elle s'habille. C'est plus qu'une histoire de présentation. On sent qu'il y a un goût pour le beau, pour l'esthétisme. Et si je me souviens bien, quand elle est arrivée, je crois, à l'Élysée, elle a refait la déco. Parce que c'est quelque chose qui est important. Je pense que là, il y a un petit côté Vénus aussi qui fonctionne bien avec elle. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Catherine demande quelles sont les références du livre sur les converses qui a été mentionné au début. Ah, j'ai pas mentionné de converse. J'ai pas mentionné de converse, non. Ça, c'est un coup de Neptune, ça, tu vois? Non, c'est Steve Forrest. J'ai dit Steve Forrest. Ah, voilà, Steve Forrest. Et Steve Forrest, alors, ce sont tous ses livres. Il y a Le ciel intérieur, mais il en a écrit beaucoup d'autres. Alors, pour ce destin quand même exceptionnel d'être première dame, etc., c'est peut-être aussi le nœud nord sur le degré critique. Alors, je ne sais pas si les degrés critiques, ça joue quand ce n'est pas une planète, mais les 9, c'est les signes fixes, 9, 21, c'est des degrés exceptionnels. Donc, elle a quand même son nœud nord sur un degré exceptionnel. Et en plus en Verseau, pour se démarquer des autres, de tous. Mais elle a un troisième cadran qui est quand même sacrément occupé. Je pense que la dimension sociale, il est clair qu'elle est importante chez elle. Hein. Mm-hmm. Oui, en plus, son nœud nord, il est dans la maison 1 d'Emmanuel Macron. Donc, du coup, ce qui laisse entendre aussi que son nœud sud est dans sa maison 7. Donc, qui peut être très intéressant en termes d'indice karmique aussi. Ah bah attends, elle a son nœud sud sur le Mars de Macron. Oui, complètement. Le sud est là. Oui. Alors, est-ce harmonieux ou au contraire signe de bagarre? Est-ce qu'il l'a désiré autrefois ou est-ce qu'ils ont été en guerre? Pas savoir. Alors, c'est ce que j'ai essayé de voir justement dans l'étoile évolutive. Oui, ah ben voilà la transition qu'on attendait. Tu prends le relais? Eh bien, allez, j'y vais. Voilà. Alors, là, ça effectivement, juste 2 secondes. Je vais la mettre en gros. Je vais la mettre en gros. Ah, pardon. Voilà. C'est mieux là? Oui, mais en fait, moi, ce que j'ai choisi de faire ce soir, c'est plus la comparaison des 2 étoiles, c'est-à-dire l'étoile de Brigitte Trogneux avec l'étoile d'Emmanuel Macron, en oubliant pour ce soir que c'est le président de la République et que c'est la première dame du pays. Moi, c'est pas ça qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est au niveau de leur histoire personnelle et bien évidemment de leur histoire de cœur, leur histoire d'amour, je dirais plutôt. Bien sûr, sur un angle karmique. Donc, est-ce que tu peux juste remontrer leurs 2 thèmes, parce que du coup, je vais faire une petite introduction au niveau de l'astro. Voilà. Alors, Catherine vous a déjà beaucoup parlé de la synastrie. Et effectivement, le fondamental au niveau de ces retrouvailles karmiques va se situer au niveau de la position des vertex, comme Catherine vous l'a dit, puisque
Le vertex, bon, c'est un point fictif du thème qui marque les retrouvailles karmiques. Et le fait de voir que le vertex d'Emmanuel Macron se superpose à l'ascendant de Brigitte et que en plus, on a exactement la correspondance en réciproque puisque le vertex de Brigitte se superpose, enfin, est dans la maison d'Emmanuel Macron. Donc, qui est déjà un indice de retrouvailles karmiques particulièrement important. Comme je le disais tout à l'heure, le fait que le nœud nord de Brigitte se trouve dans la maison 1 d'Emmanuel Macron, donc ce qui fait que son nœud sud est dans la maison 7 et conjoint à Mars, là aussi, on continue d'avancer sur cette notion de retrouvailles karmiques quand même particulièrement importante. Donc maintenant, c'est ce que je voulais vous montrer voilà, par rapport à l'étoile évolutive. Donc déjà, dans un premier temps, en termes de comparaison de leurs deux étoiles. Alors, si tu veux, Catherine, tu peux… Nos étoiles, voilà. Voilà. Alors, dans l'étoile évolutive, nous travaillons beaucoup avec ce qu'on appelle les champs magnétiques. Les champs magnétiques, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est quand nous avons dans une étoile 2 arcanes dont l'addition fait 22, puisque ça vient apporter une notion de complément. Alors, quand on regarde ces 2 étoiles évolutives, on se rend compte qu'ils ont énormément d'arcanes en commun. Mais en plus, ce ne sont pas seulement le fait d'avoir des arcanes en commun, c'est qu'à chaque fois, ces arcanes sont en champ magnétique. Donc, le premier champ magnétique qui est assez spectaculaire chez Emmanuel Macron, c'est le champ magnétique de l'arcane du pendu, l'arcane 12, avec l'arcane de la roue de fortune, arcane 10. Ça, c'est donc 12 plus 10, ça fait 22, donc c'est un champ magnétique et c'est le champ magnétique de la libération des cycles. Donc, qui vient déjà nous parler de, voilà, d'un karmique particulièrement lourd ou important et qui va avoir besoin d'être libéré. On se rend compte que Brigitte a aussi une roue de fortune, enfin, a aussi ce champ magnétique de la libération des cycles, donc avec la roue de fortune au poste 13. Et le poste 13, c'est vraiment le poste qui vient nous parler de nos relations affectives et sentimentales. Cette roue de fortune au poste 13, elle fait champ magnétique avec le pendu du poste 3, c'est-à-dire que son programme de vie, c'est ce pendu, c'est-à-dire de venir inverser les choses par rapport à l'affectif, un affectif bien sûr vécu antérieurement. Donc ça, c'est pour le premier champ magnétique. Le deuxième, c'est le champ magnétique entre l'amoureux, donc l'arcane 6, et la maison Dieu, l'arcane 16. Donc ça, c'est un champ magnétique qui vient concerner bien sûr toutes les relations sentimentales pour venir délivrer, libérer, puisque la maison Dieu a bien sûr plusieurs fonctions, mais avant toute chose, la maison Dieu, c'est la libératrice. Et elle vient libérer des choses au niveau de l'amoureux, donc c'est-à-dire de la relation sentimentale. On remarque bien sûr que chez Emmanuel Macron, eh bien, il a aussi l'amoureux et la maison Dieu. D'ailleurs, il a une belle pyramide d'amoureux. Une pyramide, c'est quand nous avons 3 fois le même arcane qui se répète. Et d'ailleurs, on remarquera qu'un de ces amoureux est au poste 2, c'est-à-dire une profonde blessure karmique. Et son programme de vie avec son amoureux au poste 3, c'est justement de venir libérer cette blessure sentimentale, cette blessure du cœur vécue dans sa précédente incarnation. Le troisième champ magnétique que nous voyons et chez l'un et chez l'autre, c'est le champ magnétique empereur lune. Donc,
Brigitte, elle va avoir l'empereur au poste 9, c'est-à-dire le poste de son identité. Elle va avoir la lune au poste 4. Et Emmanuel Macron, lui, il va avoir l'empereur au poste 14 et la lune au poste 6. Ce champ magnétique de lune empereur, il vient nous dire qu'on est venu pour incarner nos rêves. Alors, incarner, c'est bien sûr l'arcane de l'empereur, qui est l'arcane le plus concret, le plus terrien. Lui, il vient vraiment pour réaliser les choses, pour les incarner, pour les acter. Et les rêves, c'est bien sûr l'arcane de la lune. Et cette notion de venir incarner ses rêves, c'est quelque chose qu'on trouve aussi beaucoup qui est très flagrant dans leur thème astral. Est-ce que tu peux rebasculer juste 2 secondes, Catherine, au niveau de… Donc, pour Brigitte, incarner ses rêves, c'est bien sûr la conjonction Saturne-Neptune en balance, donc venir incarner son rêve de couple, son rêve affectif. Et pour Emmanuel Macron, eh bien, son rêve, lui, c'est vraiment un rêve d'amour, puisqu'il a la conjonction Neptune-Vénus. Donc, le fait d'avoir 3 champs magnétiques communs, qui sont en plus, j'allais dire, parlants pour une histoire de retrouvailles karmiques, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, si on regarde comment les arcanes se parlent en fait d'une étoile à l'autre, on pourrait dire que le poste 3, c'est notre programme de vie. Et le poste 5, c'est notre trajectoire. Donc, en fait, si on regarde le poste 3 de Brigitte, eh bien, ça devient la trajectoire d'Emmanuel, puisque pour Brigitte a un pendu au poste 3, alors que Emmanuel a le pendu au poste 5, c'est-à-dire au poste de la trajectoire. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est au niveau de l'empereur. L'empereur, bon, bien sûr, ça va. Alors, au poste 14, le poste 14, c'est l'image sociale qu'on va représenter, qu'on va dégager. Un empereur, donc pour Emmanuel Macron, c'est on ne peut plus parlant, puisque l'empereur, c'est le chef d'État. Et en fait, cet empereur du poste 14 chez Emmanuel, on va le retrouver au poste 9 de chez Brigitte, donc qui est pour Brigitte vraiment le poste de son identité à elle. Donc, ce qui laisse supposer effectivement aussi toute cette notion de direction qu'elle peut avoir par rapport au pays. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait, en tous les cas à la VDAF, c'est la fusion d'étoiles. Puisque, en vous parlant de l'étoile évolutive, je vous explique souvent que, en fait, avec une étoile évolutive, on peut faire exactement tout ce qu'on fait en astrologie. L'astrologie a ses révolutions solaires, nous avons nos révolutions stellaires. L'astrologie a ses thèmes composites, eh bien, nous appelons ça des fusions d'étoiles. Ça veut dire que nous prenons les coordonnées de naissance de chacun des 2 personnes et nous faisons une étoile commune, en fait, qui est l'étoile de la relation Brigitte Trogneux, Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le thème de leur relation. Alors, déjà, on va regarder leur programme de vie. C'est un programme de vie justice. Donc, on sent qu'il y a eu une blessure d'injustice dans cette relation. Il y a eu, c'est vraiment une relation où on vient réparer quelque chose au niveau karmique. D'ailleurs, c'est le chiron de Brigitte, je crois, qui est sur la lune d'Emmanuel. Donc, il y a vraiment des blessures et des choses à… ouais, c'est ça, il me semble que c'est… non, son chiron, il est à Capricorne. Alors, non, ou alors ça Junon. C'est Junon et Chiron, oui, ici. D'accord, ouais, ok.
Junon et Pallas. Ok. Alors, puisqu'on est sur les thèmes, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose par rapport justement à cette justice qui fait écho à cette justice du poste 3. Leurs nœuds lunaires, en fait, sont à chaque fois concernés par Pluton. Et on sait que la justice, c'est un arcane, la justice du tarot, l'arcane 8, c'est un arcane très plutonien. Donc, le nœud nord d'Emmanuel Macron est conjoint à Pluton et le nœud sud de Brigitte Macron est conjoint, même si la conjonction est large, est conjoint à Pluton dans la maison 12 en plus, dans la maison de l'âme. Donc, qui nous indique bien que dans un passé, dans une autre vie, dans la vie précédente, il y a eu vraiment une notion d'injustice qu'on retrouve complètement au niveau de leur fusion d'étoiles. Donc, si tu veux, maintenant, on peut repasser sur la fusion d'étoiles. Donc, cette justice, non seulement elle est au poste 3, mais en plus, elle est au poste 10, donc qui, elle aussi, bien sûr, nous parle du passé de la relation. Donc, bien sûr, puisqu'on parle du karmique, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir les postes de manque. Et on remarque au poste de manque, alors, dans une étoile évolutive, les deux postes principaux au niveau karmique de manque sont les postes 2 et les postes 4. Et là, nous voyons au poste 2 une roue de fortune et au poste 4 un chariot. Chariot et roue de fortune, on pourrait dire qu'ils ont en commun que ce sont finalement les deux roues du tarot. Donc, que dans leur précédente existence, leur histoire d'amour a été véritablement bloquée. Il y a quelque chose qui n'a pas pu évoluer, qui n'a pas pu se faire. Si on regarde les archives intérieures de cette relation, c'est-à-dire qu'on additionne le poste 2 et le poste 4, nous avons une étoile. Donc, on sent que les deux personnages ont manqué de foi, en fait, pour faire aboutir leur relation. Et puis, ce qui est quand même particulièrement intéressant pour une fusion d'étoiles de couple, c'est que leur trajectoire est représentée par l'arcane de la force, qu'on va retrouver aussi au poste 14, donc c'est-à-dire l'image qu'ils vont donner d'eux. La force, c'est un arcane quand même très particulier du tarot, puisque le tarot ayant 22 arcanes, la force, c'est l'arcane 11, donc c'est celle qui est placée juste au centre du cheminement initiatique du tarot. C'est pour cette raison-là qu'elle vient nous parler véritablement de l'âme sœur. Et cette fusion d'étoiles a, au niveau de sa trajectoire, au niveau de son chemin de vie, on pourrait dire une force. Donc, on a vraiment la sensation que ce sont deux individus qui ont vécu une tentative, on va dire, de vie sentimentale, de vie de couple dans une précédente incarnation et où il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de contrariétés et justement, cette histoire peut se vivre actuellement avec cette force au poste 5 et au poste 14. Donc, bien sûr, on remarquera les deux arcanes du diable, donc l'identité de leur couple et la guérison de leur histoire, qui passe justement par cette dimension passionnée, puisque le diable, c'est l'arcane 15, et l'arcane 15, c'est, je dirais, l'octave supérieure de l'arcane de l'amoureux, puisque le diable, en tant qu'arcane 15, il fait partie de la famille des 6 et donc de cette énergie au niveau de la vie sentimentale. Mais surtout, ce qu'on remarquera dans cette fusion d'étoiles, c'est que ce champ magnétique qu'on a vu aussi bien chez Emmanuel Macron que chez Brigitte Trogneux, de libération des cycles, c'est-à-dire ce champ magnétique que forment le pendu et la roue de fortune,
eh bien, voilà, c'était donné à nouveau rendez-vous dans leur fusion d'étoiles. Donc, quand on a une fusion d'étoiles où nous avons ces deux arcanes, roue de fortune et pendu, on sait d'emblée qu'il y a un passé karmique, il y a des choses vraiment à venir libérer. Et puis surtout, une proposition que les choses se rejouent autrement. Maintenant, si on regarde la promesse de vie du couple, alors la promesse de vie, c'est l'addition de l'arcane au poste 3 et de l'arcane au poste 5. Et entre la force et la justice, ça nous fait le soleil. Le soleil qui est quand même l'arcane du couple, puisque sur le dessin de l'arcane du soleil, vous avez deux personnages et deux personnages en pleine lumière, donc où effectivement on est loin d'une relation cachée puisque on est vraiment sous le feu des projecteurs. Un autre arcane secret vient nous parler du karmique, de la relation, c'est ce qu'on appelle l'ancrage karmique, c'est-à-dire l'addition de l'arcane au poste 3 et de l'arcane au poste 10. Donc, ces deux justices, si on les additionne, c'est une maison Dieu. Et avec cette maison Dieu, on peut y retrouver aussi quelque chose, comment dire, de plutonien ou quelque chose qui ressemble à une notion d'effondrement. Si on regarde leur fusion d'étoiles dans sa globalité, on va se rendre compte que cette étoile contient tous les arcanes de la libération. Donc, bien sûr, avec le champ magnétique, roue de fortune et pendu. L'arcane de la maison Dieu, qui est la libératrice par excellence. D'ailleurs, la deuxième maison Dieu se situe au poste 6, donc au niveau vraiment de l'abondance qui va permettre de rendre leur relation viable, c'est la nécessité de vraiment venir libérer ces mémoires. Et puis, au poste 16, eh bien, c'est comme si la relation pouvait se vivre justement en toute liberté avec ce mat, c'est-à-dire bien au-delà du regard des autres ou de tout autre désagrément. Donc, voilà pour cette fusion d'étoiles. Et si vous le souhaitez, et si vous avez des questions, eh bien, c'est avec plaisir que nous y répondrons, à moins que Catherine, tu veuilles ajouter des choses par rapport à soit à l'étoile de Brigitte, soit par rapport à la fusion d'étoiles ou aux étoiles comparées. Non. Alors, moi, j'avais préparé pour un peu les débutants en étoile évolutive une comparaison, mais enfin, peut-être on n'a plus tellement de temps, pour vous montrer comment ça marchait en fait, mais c'était plus facile que ce qu'a fait Nathalie là. C'était pour vous montrer comment on retrouvait dans son thème les similitudes, ça se répond, heureusement pour nous en même temps, mais comment le thème, on le retrouve dans son étoile. C'est ça que j'avais préparé. Si jamais tu n'étais pas arrivé, on a un truc, des fois, tu n'aurais pu ne pas arriver à l'heure. Et je t'avais dit que j'aurais 3 minutes de retard, j'en ai eu 4. Non, ben c'est bien. Non, mais je ne doutais pas. Mais j'étais prudente. J'ai aussi de la Vierge, moi, du Bélier et de la Vierge dans mon thème. Alors, j'y vais de façon intrépide, mais je reste prudente. Oui, puis moi, avec mon ascendant Sagittaire, je crois toujours que j'ai tout le temps devant moi, et puis des fois, ça serait tu as toujours raison. Eh ben ouais. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être qu'il se fait tard. Hein. Je sais pas. Avez-vous des questions? C'est 20h13. Comme vous voulez. Marc, qu'est-ce que tu en penses? Pour montrer un petit peu aux débutants comment ça marche. Ah ben alors, juste 5 minutes, parce qu'il y a quand même des similitudes qui sont vraiment intéressantes, avec un ascendant Vierge qui a le goût de la rigueur, des choses précises, et une trajectoire justice. Ça vient complètement illustrer son ascendant. Voilà, pur et dur. On a l'impression que c'est l'antidote. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble, c'est une antidote contre tout un tas de choses. Complètement. Ouais. Et puis,
cet empereur là-haut magnifique 9, c'est elle, au poste 9, ici l'empereur, c'est le maître du stellium Bélier, zut, pardon, je cherche ma chose là, voilà, ces 3 planètes en Bélier, leur maître Mars, il est en Taureau, dans le concret, dans le pratique, eh bien c'est cet empereur ici qui trône là-haut, et aussi la conjonction à Jupiter, qui donne de la prestance, qui donne confiance en soi, c'est vraiment ce Jupiter. Et puis, cette lune, j'ai mis qu'elle était au poste 4, oui, elle est au poste 4, eh bien, on la retrouve dans l'opposition de la lune à Neptune et à Saturne. Une lune tout de même ici en difficulté, ou une image de mer qui a été... C'est pas du tout la vérité, c'est comment on sent les choses, ou quelle mère elle a été, etc. Toute image de mère, ou de féminité, alors écornée, dont on doute de soi-même, etc. C'est l'opposition à Neptune-Saturne, qui écorne quand même la Lune ici. Et puis, il y a aussi cette tempérance en 2. Elle a du mal à mettre de l'eau dans son vin. Tempérance, c'est faire des concessions. Lorsqu'on est bélier avec un Mars en taureau, eh bien, les concessions sont difficiles à faire. Et aussi l'ascendant vierge. Une telle recherche de pureté, une telle exigence, c'est pas facile de faire des concessions, des compromis et de se montrer diplomate. Pour elle, c'est un exercice périlleux et on le voit avec tempérance au poste 2, c'est-à-dire les choses difficiles. Cette étoile au poste 1, c'est vraiment l'inspiratrice et le guide pour ses élèves, pour son mari, etc. Et on le retrouve avec Jupiter là-haut et Chiron aussi au carré apex. Vous voyez, ça ne se contredit pas. Au carré, ici, Soleil, là, et Jupiter, là-haut. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai dit, le maître de la maison 4, c'est Pluton, c'est ce qui nous réconforte, ce que nous avons en 4. Quand on n'est pas bien, comment on va réagir? On va réagir selon ce qu'on a dans la maison 4. Et nous, c'est Pluton en 12, c'est le secret, le retrait. Et puis Pluton, elle va tirer, à la fois, elle va se retirer, mais peut-être, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'elle va essayer de tirer des ficelles pour s'aider. Eh bien, c'est exactement ce diable qui est dans le poste de guérison là-haut. Quand tout est fichu, je me souviens que j'ai ce diable qui met une grande ressource. Et le diable, c'est pour ainsi dire le copier-coller de Pluton. Alors, c'est ça qu'elle va faire. Et on le retrouve vraiment ici. Le sextile Mars-Uranus, eh bien, c'est-à-dire, moi, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais tout faire péter, je vais avoir de l'audace et je vais renverser la situation. Je n'hésiterai pas. Eh bien, c'est ce pendu, je trouve, peut-être que c'est pas vrai, mais que je trouve ici. Je suis venue pour renverser la situation, pour voir les choses autrement. Et donc, c'est quand même une prise de risque. Cette prise de risque, on peut dire que c'est ce sextile Mars-Uranus. La prise de risque, c'est vraiment la maison Dieu au poste 14. Hein. Aussi. On a la prise de risque. Oui. Avec, dans sa communication aussi, hein, puisque tu as beaucoup parlé qu'elle avait un franc-parler, un parler assez spontané, et ça, c'est vraiment la maison Dieu. Quant à la notion d'audace, moi, je le verrais très fortement dans son chariot au poste 6. Ah, oui. Aussi, oui, on y va. Ah oui. Parce que c'est elle qui aurait pu dire de l'audace, toujours de l'audace. Hein. Ah, mais ça, c'est le bélier. Et c'est le bélier, cette audace. Ah oui, faut y aller, quoi. Puis elle s'en fiche un petit peu. C'est pas grave, on y va quand même, quoi. C'est ça. Et là, c'est ce qu'on a vraiment beaucoup. Et ce soleil, quand même, en juin, en maison 9. Alors, la justice en 5, ça peut aussi être Jupiter là-haut, conjoint au milieu du ciel. Hein, ce désir de justice et de choses carrées. Alors, l'amoureux en poste 12 et 16, il est en 12 et il est en 16, je trouvais cet amoureux qui vient servir, c'est Chiron en maison 5. Je trouvais que ça revenait à ça. C'est la maison de l'amour, des jeux. Voilà, enfin bon. Et puis l'amoureux au poste 12, littéralement, c'est le professionnel et le domaine sentimental qui se vivent ensemble. Ils sont liés. Oui. Alors, c'est la vérité objective. Elle a trouvé l'amour au travail,
mais aussi elle avait des rapports de toute façon très affectueux et très personnels avec les élèves. Elle n'était pas un professeur froide qui fait son cours et qui s'en va. Elle est connue pour ça. Elle s'occupait très gentiment et très personnellement de chacun. Et d'ailleurs, même après, quand elle était un peu plus, enfin, quand son mari était encore en finance, du coup, ça allait plus ensemble, mais elle recevait les parents d'élèves chez elle, dont Bernard Arnault. Vous voyez, quand elle était à Franklin, Saint-Louis-Gonzague à Paris, évidemment, c'est pas tous les profs qui reçoivent les parents d'élèves chez eux, mais elle ne recevait pas non plus tous les parents d'élèves. Mais pour dire, Bernard Arnault était invité chez la prof de français de son fils. Bon, ben ça, c'est bien l'amoureux au poste 12. C'était des rapports amicaux. Et elle tissait des liens aussi grâce à son métier. Et tout se retrouve, hein, tout se retrouve. Et je trouve que cette difficulté ici, c'est un poste de difficulté. Ça veut dire que ces ancêtres, ils voulaient faire des choses, ils avaient des idées, mais ils n'avaient pas l'argent ou ils n'avaient pas les moyens de ce qu'ils désiraient faire. Oui. C'est ça, on sent quand même qu'il y a une espèce de, pas de complexe d'infériorité, mais quelque chose qu'elle cherche à compenser. Une revanche. Parce qu'elle fréquente quand même des gens qui sont importants, comme si il y avait quelque chose à compenser. Voilà, oui. Eh bien, elle hisse, moi je trouve que ça, mais elle hisse cette difficulté de sa lignée qui n'avait pas le pouvoir ou qui n'avait pas l'argent. On retrouvait ça chez Coco Chanel, par exemple. Elle le hisse là-haut. Vous voyez, elle lui donne de l'importance et de la grandeur à ce diable malmené au poste 11 et elle en fait quelque chose de grandiose là-haut. Et qu'est-ce qu'elle en a fait? Ses ancêtres, mettons, on n'en sait rien, qui n'avaient pas d'argent, pas de pouvoir, pas de réseau, il leur manquait tout ça. Eh bien, elle est devenue la femme la plus influente de France en ce moment, ou la plus puissante, on pourrait dire. Vous voyez, tout d'un coup, elle a les manettes et elle les a pour de bon. Elle a transfiguré ce diable, on peut dire. Elle l'a hissé au plus haut, ne serait-ce que par le pouvoir qu'elle a maintenant. Enfin, je vois ça sur les 10 années qui nous occupent. Justement, par rapport à l'ambition et par rapport à l'entourage, il y a Liliane qui dit, voilà, il y a de l'ambition, elle choisit ses amis. Est-ce qu'on peut le voir, justement, est-ce qu'on peut le voir quelque part, ça? De quoi? Cette façon qu'elle peut avoir de choisir ses amis, de sélectionner dans son entourage. Eh bien, moi, je dirais pas ça, parce que les amis, c'est là. Mais je sais pas, on ne sait pas comment elle fait pour ses amis, on n'en sait rien du tout. Mais est-ce qu'elle les sélectionne? Elle est très exigeante avec l'ascendant vierge, c'est-à-dire de ne pas se commettre avec n'importe qui. Mais en même temps, elle a quand même beaucoup d'empathie, hein, et d'affection et de l'affectivité importante. Mais le maître de la 11, c'est la lune. Et cette lune en bélier, moi je pense qu'elle est plus franche et plus honnête dans ses amitiés que si on dit qu'elle choisit ses amis par intérêt, je dirais. Si c'est Oui, ce que tu mais en voulais même dire. temps, elle ne reçoit pas tous les parents d'élèves chez elle. Elle reçoit Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est Bernard Arnault. Parce que son mari était ministre des Finances. D'ailleurs, elle a dû arrêter d'enseigner, ça n'allait pas. Il y avait comme un conflit d'intérêts. Vous voyez, ça n'allait pas, quoi. Ce rôle d'enseignant, et puis, etc. C'est parce qu'il était ministre des Finances, alors ça allait bien avec Bernard Arnault. Mais je la pense plus franche dans ses amitiés, ou plus honnête, ou plus spontanée, que calculatrice, à cause de cette lune en bélier, vous voyez, maître de la 11. Les Uranus Je pense oui, ça. puis avec une étoile au poste 1, une maison Dieu au poste 14, il y a effectivement une certaine authenticité. Hein. Et le sextile Mercure-Jupiter, eh bien, c'est justement cette maison Dieu. Allez, on va enfoncer toutes les portes, hein, comme tu disais. Ça revient, hein, ce sextile. Je montre avec mon doigt, là, vous ne voyez pas. Mercure-Jupiter, c'est la maison Dieu. Voilà. On va parler avec franchise et donc ça va faire sauter les bouchons des conventions, on pourrait dire. Ça, c'était... Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est sa promesse de vie qui nous fait un jugement. Le jugement, c'est le porte-parole. Et elle a été quand même attachée de presse. Et puis, voilà, dans ses fonctions, il y a un côté porte-parole aussi. Hein. Oui. Alors, le côté éminence grise,
Où est-ce qu'on le verrait? Eh bien, c'est la tyrolienne d'incarnation impératrice. Oui, oui, oui. Donc, le diable moins le pendu. Diable moins pendu. Oui, oui. Et alors, vous voyez, là, on a fait l'étoile évolutive pour le jour de l'élection, la première élection du président. Et là, elle a quand même des cartes, ce sont ces deux arcanes qui changent tous les ans, de fin de cycle, de fin, de renoncement. Vous voyez, l'ermite et la lune qui sont de la même famille, 9 et 18, c'est comme un deuil, un renoncement, une fin de quelque chose. Il y avait certainement un renoncement à sa vie publique, à ce qu'elle voulait faire, emmener son petit-fils dans le métro pour aller au judo, elle ne pouvait plus y aller. Forcément, elle ne peut pas tout avoir. Hein. Et c'est ce qu'elle a compris cette année-là. Je pense qu'elle visait ça quand même aussi un petit peu. Elle visait quand même avoir un poste, une place sociale importante. Voilà, peut-être qu'elle n'espérait pas arriver si haut, mais de toute façon, elle ne voulait pas être dans la médiocrité. L'ascendant vierge n'est jamais dans la médiocrité. Même s'il partage avec le poisson. C'est extrêmement exigeant, l'ascendant vierge. Et puis le bélier, c'est moi d'abord, quand même. Hein? Et puis Mars est avec, le maître de tout ça est conjoint à Jupiter, au milieu du ciel. C'est tout de même pas rien. Hein? C'est vraiment cet empereur là-haut, pour ainsi dire au sens propre, pour ainsi dire. Je voulais vous montrer comment ça marchait l'étoile évolutive, comment on retrouvait des indications, comment ils se servaient l'un l'autre. Vous voyez, le thème astral et l'étoile. Bien. Ok. Alors, ce que j'inviterais quand même les gens, alors c'est vrai que pour les personnes qui connaissent l'étoile évolutive, ça parle facilement, ça peut être peut-être un petit peu obscur pour les personnes qui ne sont pas encore tout à fait au courant de tout ça. Donc moi, je vous invite, je mets le lien ici dans l'onglet discussion, à aller sur la page de l'étoile évolutive pour en savoir un petit peu plus et éventuellement assister à quelques ateliers ou prendre des cours auprès de Nathalie et Catherine pour en savoir plus sur cette approche vraiment très, très complémentaire et super intéressante de l'astrologie et qui, là aussi, on le voit bien, permet d'avoir une approche à profondeur de l'être humain. Et parfois, même nous, lorsqu'on sèche, il y a un thème, on ne voit pas, on sèche sur un aspect, on va voir dans l'étoile évolutive, c'est ça qu'il voulait nous dire, cet aspect-là. Vous voyez, ça nous aide. Il y a un complément vraiment très, très intéressant. Et puis, moi, ce que je trouve quand même assez fabuleux avec l'astrologie et donc et aussi avec l'étoile évolutive, c'est que on se retrouve directement en prise directe avec la personne. Hein? Et c'est-à-dire que là, on est directement à l'intérieur, au cœur de la personne. Et on a quand même parlé ce soir du président de la République et de la première dame de France, mais pendant toute la soirée, on a parlé d'Emmanuel et de Brigitte, quoi. Parce qu'il y avait une espèce de proximité et cette simplicité, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Mais je vais te dire, c'est toujours un peu comme ça avec l'astrologie, parce qu'on est tout nu avec l'astrologie. Enfin, le consultant. Il ne peut pas nous raconter des fariboles, on voit tout de suite. Hein. C'est le cas de le dire, le roi est nu. Quoi. Voilà. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Pour cette belle approche. Prochain rendez-vous, jeudi 20 avril. Alors, nous aurons un beau taureau, Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, eh bien voilà, c'est parfait, c'est parfait. Taureau, oui. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup, merci Catherine, merci Nathalie, merci à tout le monde aussi d'avoir été si nombreux à être là, et puis écoutez, rendez-vous le mois prochain, et d'ici là, bon printemps. Merci Marc, bonsoir à tous.